Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le ministre pour m'avoir associé à cette première journée économique sur un thème ô combien important, celui de la restauration de la confiance entre les acteurs économiques. Alors, il m'a été demandé de faire un résumé et une conclusion, ce qui n'est pas un exercice très facile en 10 minutes. Je ne voudrais pas revenir précisément sur chaque temps et en particulier sur les différentes communications ô combien riches qui ont été dites ce matin et les débats, surtout qu'une équipe de rapporteurs a été commise à cet effet. Mais je voudrais centrer mon intervention sur la question de confiance, sur ce qu'on entend par la confiance en économie, quelle est son importance. Et puis, je voudrais aller dans un second temps dans quelques précisions, puisque c'est en fait la finalité de cette journée, comment restaurer la confiance. D'abord, en ce qui concerne tout d'abord la confiance, les éléments de confiance. Plusieurs intervenants l'ont souligné, la confiance est à la base de toutes les relations contractuelles, de toutes les relations de partenariat. Et en économie, le fonctionnement de l'économie est régi de fait par un partenariat entre le gouvernement et les agents du secteur privé. Ceux-ci peuvent être, comme nous avons aussi dans cette salle, des entrepreneurs investisseurs, donc des créateurs de richesses, mais ces agents du secteur privé peuvent être également des consommateurs. Et je pense que l'absence des consommateurs a été suffisamment soulignée dans cette salle. C'est pour donc dire que la confiance est déterminante pour le fonctionnement des économies modernes, parce que précisément, elle détermine le comportement des agents économiques, les investisseurs, comme je le disais, ainsi que les consommateurs. Et de ce point de vue, dans les économies modernes, toutes les décisions de politique économique vont être minutieusement scrutées parce qu'elles-mêmes, elles vont déterminer les anticipations des agents économiques, c'est-à-dire leurs prévisions. Et les agents économiques, les entrepreneurs peuvent le confirmer, prennent leurs décisions sur la base de leurs prévisions, c'est-à-dire leurs décisions d'investissement, leurs décisions d'achat ou d'épargne pour les ménages. Et donc, de ce point de vue, la confiance qu'ils ont quant à la capacité du gouvernement à tenir à ces annonces de politique économique, à ces engagements, est une question importante. Prenons un exemple. À supposer qu'un gouvernement annonce qu'il va faire de la lutte contre l'inflation. C'est-à-dire qu'il va essayer, autant que faire se peut, réduire l'inflation dans l'économie. Les agents économiques qui sont parfaitement informés aujourd'hui, et nous le savons, qu'ils soient entrepreneurs ou consommateurs, eux, ils vont se rendre compte que dans la réalité, s'ils se rendent compte plutôt, que dans la réalité, le gouvernement fait des déficits. Ils ne pourront pas croire que le gouvernement va tenir à son annonce ou à son engagement de politique de lutte contre l'inflation. Parce que depuis la nuit des temps, on sait qu'un gouvernement qui fait des déficits, eh bien, la conséquence est qu'il viendra à un moment donné où il va s'endetter. Et la dette a des effets sur les générations futures. Et donc, les agents économiques vont plutôt tendance à être attentistes. Et donc, c'est véritablement une question qui soulève le problème de la crédibilité et de la réputation des décideurs publics. Et je crois effectivement que cette question de la capacité du gouvernement à tenir ses engagements et des agents à croire, c'est-à-dire que la perception, parce qu'effectivement, c'est le président de la CPG qui avait commencé par une métaphore sur la Saint-Valentin à venir. La crédibilité, c'est comme en amour. Les paroles d'amour sont bien, mais les preuves d'amour sont encore meilleures. Et donc, vraiment, c'est une question qui se construit. Et de ce point de vue, je crois qu'un certain nombre de faits évoqués par le président de la Confédération pétrolière gabonaise ont plutôt tendance à montrer, malheureusement, que la confiance s'est érodée ces dernières années.
Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que maintenant, comment restaurer la confiance? Je crois pour ma part, sans être exhaustif, c'est-à-dire qu'il faut être très humble sur la question parce qu'il s'agit des ressentiments. Le ministre des PME l'a dit, c'est-à-dire la perception que les agents, les entrepreneurs ont du gouvernement. Donc c'est des questions relativement subjectives, mais il faut bien le dire qu'elles ne sont pas si subjectives que ça. Il faut donc des axes et des actions. Beaucoup d'idées ont été évoquées ici. La question du dialogue permanent. Je crois que vous avez le Conseil des investissements qui est un cadre approprié. La question du dialogue social, je pense qu'elle est également très importante. Il y a un intervenant qui a évoqué les grèves, puisque l'État est également employeur. La question, bien sûr, de la connaissance de la situation des entreprises. Et je dirais même aussi la question de la vie chère qui vient d'être évoquée. Ce sont des questions effectivement de confiance. Mais il me semble, en résumant un peu toutes les interventions qui ont été faites ici, et Dieu seul sait qu'elles étaient intéressantes, moi je voudrais, si vous me permettez, envisager deux grandes actions susceptibles d'aider à restaurer la confiance. La première, elle est revenue de manière récurrente dans la présentation de M. le ministre, et on vient de la voir dans les échanges liés à la discussion des responsables des administrations des douanes des impôts. Je pense que nous avons un vrai problème, nous devons le reconnaître entre nous, c'est ce que j'appelle le problème de la viabilité des finances publiques. Il y a véritablement, à mon avis, un premier enjeu, parce que nous avons une économie qui est relativement volatile, qui dépend du pétrole. Si le pétrole se vend bien, l'économie est relativement prospère. En revanche, quand il se vend mal, l'économie rentre en difficulté. Et je crois que la viabilité des finances publiques est un élément qui contribue à stabiliser l'environnement économique, parce que les agents, qu'ils soient producteurs ou consommateurs, ont besoin d'un environnement prévisible et relativement stable dans le temps. Et ensuite, le deuxième axe qui me semble pertinent, toujours au regard des échanges de ce matin, c'est la question du respect des engagements. Et sur ce, je voudrais prendre deux exemples tout à l'heure, l'exemple sur la dette et l'exemple sur les réformes. D'abord, si vous me permettez, en ce qui concerne la viabilité des finances publiques, je crois, Monsieur le ministre, qu'elle est opportune, puisque nous avons tous noté une relative embellie de l'environnement extérieur en raison de la dépendance vis-à-vis du pétrole. Et je crois que vous avez relativement raison d'inscrire la politique des finances publiques avec un horizon où les cours du baril sont relativement faibles. Je note que vous avez fait, je crois, les prévisions budgétaires avec un baril de l'ordre de 47 $ le baril. Nous sommes aujourd'hui à un niveau élevé. Donc je pense que cela doit inciter à la prudence et cela doit inciter à l'accélération des réformes. La première que je vois, c'est la question de la maîtrise des dépenses publiques. Je crois que là, il y a vraiment un signal fort à donner. Moi, il me semble, quand on regarde les finances publiques gabonaises, elles ont à peu près deux caractéristiques. Les dépenses ont tendance à s'emballer, c'est-à-dire à croître plus vite que les recettes lorsque effectivement la conjoncture est bonne, au point que lorsqu'elles se retournent, les dépenses sont caractérisées par une certaine inertie. On a du mal à les baisser par rapport effectivement aux engagements. Donc il y a la question des dépenses. Donc pour moi, c'est vraiment des questions des faiblesses, une faiblesse qui est structurelle. Et puis il y a aussi le niveau anormalement élevé des dépenses de fonctionnement. Je crois qu'il n'est pas de vain. Nous avons un problème dans ce pays. Si vous faites venir un expert international, il ne peut pas comprendre que dans un pays, le niveau des dépenses de fonctionnement soit si élevé, alors que les dépenses d'investissement, qui sont les dépenses d'avenir, soient si faibles. Alors comment maîtriser les dépenses? Quand on a dit ça, il faut aller un peu plus loin. Si ça ne dépendait que de moi, mais ça ne dépend pas que de moi, je pense qu'aucune dépense n'est tabou. Je pense qu'il faut regarder minutieusement la loi de finances. Il me semble qu'il y a à l'évidence des dépenses qui ne se justifient pas. On n'est pas devin pour le comprendre. Je pense également, Monsieur le ministre, qu'il faut être courageux. Les agences ont été créées dans ce pays depuis maintenant plus de 7 ans. Je pense qu'il est temps d'évaluer effectivement leur efficacité. Généralement, quand on met en place une agence, on fait de la délégation de la politique à un organe relativement autonome et indépendant.
Mais il me semble que lorsqu'on regarde la structure des administrations et certaines agences, j'ai bien peur qu'il y ait des doublons. Donc je crois que ce n'est pas une question tabou. Il faut véritablement qu'il y ait une réflexion. À mon avis, certaines d'entre elles ne se justifient plus aujourd'hui. Tout à l'heure, le directeur général du budget a évoqué, mais on peut l'aborder dans l'aspect des dépenses, les dépenses fiscales ou les exonérations. Je pense également qu'il faut une attention particulière à la question des subventions. Peut-être que j'appartiens à une école fondamentalement, entre guillemets, libérale, mais il me semble qu'un certain nombre de subventions, les subventions aux hydrocarbures, il faut vraiment également étudier leur véritable efficacité. Dans la sous-région, beaucoup de gouvernements les ont supprimées. Je ne suis pas sûr que ces dépenses, les subventions aux hydrocarbures, profitent à l'ensemble de la population et en particulier aux couches les plus défavorisées. Ensuite, sur les recettes, alors, je pense qu'il y a un gros enjeu sur la mobilisation des recettes fiscales. Il y a un enjeu, c'est celui de donner aux recettes fiscales non pétrolières, c'est-à-dire aux recettes fiscales courantes, la possibilité de couvrir les dépenses de fonctionnement. Il y avait un peu dans ce pays, et vous-même vous étiez conseiller du ministre d'État Toungui, je sais qu'il ne faut jamais citer les contemporains, mais moi je suis un esprit libre. Il y avait une espèce de règle d'or dans les années 80-90 qui voulait que les recettes fiscales couvrent entièrement les recettes de fonctionnement. Or, cette règle n'existe plus. Alors cela passe par quoi? Cela passe par l'élargissement de l'assiette fiscale. Ce n'est pas une question taboue. Je crois que si on demandait à tous les Gabonais qui sont dans la salle, quels sont ceux qui ont fait leur déclaration de revenus à l'administration fiscale au mois de mars dernier, j'ai bien peur qu'on ait des surprises assez importantes, peut-être même y compris par les responsables des administrations. Donc je crois qu'il y a véritablement des niches pour élargir l'assiette fiscale. Je reviendrai un peu sur cette question. Nous, on a fait à l'université une enquête sur les entreprises du secteur formel et informel. Et cette enquête montrait qu'en fait, la charge fiscale est supportée par à peu près 20%, à peu près, un tiers des entreprises, à peu près. Or, effectivement, il me semble qu'il y a effectivement des efforts à faire pour élargir l'assiette fiscale, comme cela se fait dans tous les pays du monde. Et bien sûr, il y a la question des exonérations. J'ai été heureux d'entendre le directeur des impôts reconnaître, mais il n'est pas trop tard, qu'ils seront plus regardants sur les exonérations fiscales. Moi, je crois fondamentalement que certaines devraient être supprimées. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on donne, peut-être pas, on ne peut pas appeler ça des cadeaux, c'est économique, qu'on donne des exonérations fiscales à des entrepreneurs pour le logement et qui détournent ces exonérations. Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre, d'encadrer ces exonérations fiscales. À mon avis, un certain nombre d'entre elles doivent être supprimées. Et surtout, le directeur général l'a reconnu et il a raison. Je pense que le développement des exonérations fiscales chez nous repose un peu sur une idée erronée, selon laquelle la fiscalité est le principal indicateur de compétitivité. Non. Moi, j'ai une expérience personnelle dans mon expertise internationale. Les investisseurs anglo-saxons, ou même parfois francophones, français ou autres, les taux d'imposition sont plus élevés dans leur pays. Ce n'est pas la fiscalité. Ils s'intéressent davantage, et on reviendra sur cette question, à l'environnement juridique des affaires, à l'environnement institutionnel des affaires, à la question de l'efficacité de l'administration, à l'efficacité et à l'indépendance de la justice, aux questions liées au respect des droits de la propriété. Je ne suis pas sûr que si vous faisiez un sondage auprès des investisseurs, que la fiscalité soit le premier critère. Donc, à mon avis, quand on s'est trompé, il faut le reconnaître. Je pense, pour ma part, que certaines exonérations fiscales méritent tout simplement d'être supprimées. Et du point de vue budgétaire, c'est une question qui est revenue également. Il semble qu'il y a une forte demande en matière de transparence de la gestion des finances publiques. Alors, cela passe par quoi? Cela passe par des actions simples. La mise à disponibilité des informations sur l'exécution du budget. Bon, vous nous avez appris ici que le site de la direction de la fiscalité est consultable. Moi, je ne le savais pas. Cela passe par la vérité des chiffres. Nous avons également un problème dans ce pays et cela a été soulevé.
il y a souvent malheureusement des contradictions entre les chiffres donnés par les administrations. Donc là, véritablement, il faut qu'il y ait une vérité qui soit rétablie. Et enfin, à mon avis, il me semble que cela pourrait passer également par l'évaluation des politiques publiques. Aujourd'hui, on ne fait plus de la politique publique de manière aveugle. La politique publique s'évalue. Il faut des indicateurs de suivi et il faut qu'on puisse faire des parcours à mi-chemin pour voir si les objectifs atteints ont été réalisés et pourquoi ils n'ont pas été réalisés pour effectivement apporter des mesures de correction. Donc il me semble que la question de l'évaluation des politiques publiques est une question importante. Et deuxième aspect que je voudrais aborder, c'est le respect des engagements, c'est-à-dire le respect de la parole donnée. Il me semble que c'est un élément essentiel pour restaurer la confiance. Alors je voudrais à cet égard prendre deux exemples. L'exemple de la dette. Monsieur le ministre, la dette est partie prenante du programme de relance économique. Pour ma part, je soutiens fermement qu'il faut la payer. Il faut la payer autant que possible en temps réel parce que la dette conditionne l'activité économique. Et pour ma part, je plaide même, pas pour une préférence de la dette intérieure, mais on doit être conscient que la dette intérieure peut avoir des effets déstabilisants bien plus importants que la dette extérieure. Parce que le non-paiement de la dette intérieure peut conduire à la faillite immédiate des entreprises et donc à des licenciements dont effectivement le prix social et peut-être politique peut être très très élevé pour nous tous. Donc il me semble que ce n'est pas seulement un problème moral, il faut payer, mais il me semble également, c'est surtout un problème économique, il faut effectivement payer cette dette. Et nous sommes ici entre personnes informées de la situation économique du pays, puisque vous avez été raisonnable dans les prévisions budgétaires et que la situation est relativement embellie, il me semble que les marges de manœuvre que l'État va retrouver au titre des finances publiques 2018 doivent être, entre autres, consacrées au paiement de la dette intérieure. Ça me semble bien faisable. Ensuite, sur les réformes structurelles. Alors, en tant que chercheur, nous avons fait une enquête sur les entreprises, qui est encore disponible en 2015. Nous avons enquêté sur 262 entreprises. Pour vous donner une ordre de grandeur, la CPG, je parle sous le contrôle du président, a à peu près 300 entreprises, donc ce qui représente quand même un échantillon important entre les entreprises du secteur formel et les entreprises du secteur informel. La question, et cela fait partie également du programme de relance économique, et la CPG a été également claire, les réformes tardent à être mises en place. Donc je pense aussi que la question des réformes structurelles, en particulier celle de l'environnement des affaires, est une question préjudicielle pour le développement de tous les secteurs économiques que vous avez évoqués. Alors, le ministre des PME l'a évoqué brièvement. Bon, vous me direz qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de la conférence. La journée ne peut pas sur les PME, mais il a évoqué certaines pistes. Mais on ne peut pas comprendre ces retards. Pourquoi? Parce qu'en fait, certaines mesures, notamment celles qui dépendent de l'environnement juridique des affaires, sont des mesures réglementaires ou législatives. Donc, on devrait pouvoir aller très vite, hein, sur toutes les formalités. Donc, vraiment là, il y a véritablement un problème sur les engagements à tenir. Bien sûr, peut-être que les réformes institutionnelles sont un peu plus longues à mettre en place, l'efficacité de la justice, le respect des droits de propriété, et puis aussi les réformes liées aux infrastructures, parce que ce sont des préoccupations qui sont revenues dans notre enquête, que les entrepreneurs sont gênés par l'accès à l'eau, à l'électricité, aux TIC, aux infrastructures. Donc ces questions-là sont peut-être un peu plus longues et structurantes, mais il me semble quand même qu'elles devraient faire l'objet d'une attention soutenue. En tout cas, en ce qui concerne l'environnement juridique des affaires, je crois qu'on peut aller très vite. On peut aller très vite, effectivement, dans les réformes. Et puis, il y a aussi, le ministre des PME l'a évoqué, l'accompagnement spécifique des PME, ce n'est pas l'objet, mais il est également important pour le développement de l'économie et la restauration de la confiance, parce qu'effectivement, les petites et moyennes entreprises ont besoin d'un accompagnement spécifique. Alors, enfin, sur les secteurs, je crois pour ma part qu'au regard de la richesse des échanges qu'a connu le panel 1 sur l'assurance au Gabon, je crois également que les services bancaires, en particulier l'assurance, doivent être pris en compte comme dans les secteurs prioritaires. On a bien vu
que ce secteur avait un potentiel de développement élevé et que lorsqu'on relance l'économie, les besoins en assurance et en réassurance sont aussi importants. Je crois qu'il faudrait peut-être intégrer le secteur financier, en particulier celui de l'assurance. Mais pour tenter de réussir l'intégration de ce secteur dans les chaînes de valeur mondiales, je crois, Monsieur le ministre, qu'il vous faut de temps en temps, enfin moi je l'avais déjà souligné une fois, affiner un peu les études sectorielles. Je pense qu'à cet égard, la présentation du directeur général de l'économie a été intéressante de nous édifier, de décliner les secteurs qui sont dynamiques, mais je pense qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des secteurs, essayer d'identifier des productions. Pour quelle production? Pour quel type de production? Est-ce que ce serait des produits haut de gamme, moyen de gamme ou de bas de gamme? Pour quel marché? Alors le marché national est étroit, mais il y a les marchés sous-régionaux, puisque maintenant la libre circulation est effective. Il y a bien sûr les marchés internationaux. Et aujourd'hui, les économistes savent étudier les marchés qui peuvent être porteurs à l'avenir. Donc il me semble que cette question doit faire l'objet d'une réflexion approfondie. Et si on veut le développer, avec quel partenaire et avec quel concurrent éventuellement? Donc je crois que toutes ces questions doivent faire l'objet d'une attention particulière. Donc voilà, Monsieur le ministre, pour terminer en un mot, la confiance est importante pour l'économie. Elle agit sur le comportement des agents économiques privés, investisseurs, entrepreneurs et consommateurs, mais la confiance s'acquiert et elle dépend entre autres de la capacité qu'ont les gouvernements à respecter leurs engagements et en particulier à respecter les annonces de politique économique. Je vous remercie pour votre attention.